Imagine un instant que tu te retrouves face à deux chemins. L'un est large, confortable, balisé, l'autre est étroit, incertain et pourtant quelque chose en toi t'attire vers lui. Pas par obligation, pas par peur, mais parce qu'il résonne avec quelque chose de profond, quelque chose que tu ne saurais pas toujours nommer, mais que tu ressens clairement dans ta poitrine. Ce moment, cette hésitation, ce tiraillement intérieur, c'est précisément ce dont je voudrais te parler aujourd'hui. Bonjour à toi qui m'écoute. Je suis heureux que tu sois là, que tu aies choisi de prendre ce temps pour toi, pour réfléchir, pour te poser un peu dans ce monde qui va souvent trop vite. Que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est une question qui me touche profondément, une question que j'ai posée à de nombreux patients au fil des années, une question que je me suis posée à moi-même. Qu'est-ce qui nous pousse vraiment à nous engager? Pas à faire semblant, pas à cocher des cases, mais à nous engager vraiment pleinement avec tout ce que nous sommes. Et ce qui me fascine dans cette question, c'est qu'elle ne concerne pas seulement nos grandes décisions de vie. Elle concerne aussi les petites choses, la façon dont tu t'investis dans une relation, la façon dont tu te lèves le matin et tu choisis de faire quelque chose plutôt que rien, la façon dont tu persistes quand tout t'invite à abandonner. Toutes ces choses révèlent quelque chose de très précieux sur qui tu es réellement. Parce que nos engagements sont comme des miroirs. Ils nous reflètent. Ils nous disent ce qui compte vraiment pour nous, ce que nous valorisons au fond, ce que nous sommes prêts à défendre même quand c'est difficile. Et parfois, regarder dans ce miroir peut être inconfortable. Mais c'est dans cet inconfort que réside une grande partie de notre croissance. Alors je t'invite à rester avec moi pendant cette heure, à écouter avec une attention douce, sans jugement envers toi-même. Parce que ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas une théorie abstraite, c'est quelque chose que tu vis, que tu as peut-être toujours vécu sans avoir les mots pour le dire. Et parfois, avoir les mots, ça change tout. Commençons par quelque chose de fondamental. Quelque chose que la psychologie moderne a mis du temps à reconnaître, mais que les philosophes et les sages savaient depuis longtemps, nous ne sommes pas tous motivés de la même façon. Et comprendre ta propre façon d'être motivé, c'est l'une des clés les plus puissantes que tu puisses avoir pour mieux te connaître et mieux orienter ta vie. Il y a des gens qui s'engagent par peur. Peur de décevoir les autres, peur d'échouer, peur d'être chougé. Et je ne dis pas ça pour les critiquer, parce que la peur est une émotion humaine, universelle, légitime, elle a même une fonction protectrice. Mais quand c'est la peur qui guide nos engagements, quelque chose se passe à l'intérieur qui mérite qu'on s'y arrête. On s'engage, oui, mais on s'engage en retenant son souffle. On avance, mais avec une tension permanente dans le corps. On fait les choses, mais sans vraiment les habiter. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée il y a quelques années. Appelons-la Marie. Marie était quelqu'un d'extraordinairement actif. Elle était présente partout, dans sa famille, dans son travail, dans ses amitiés. Elle disait oui à tout, elle s'engageait dans tout. Et pourtant, quand elle est venue me voir, elle était épuisée d'une façon qu'elle ne comprenait pas. Elle me disait « Je fais tout ce qu'il faut, je suis là pour tout le monde, alors pourquoi je me sens si vide ?» Et en explorant ensemble ce qu'elle ressentait, nous avons découvert quelque chose d'important. La plupart de ces engagements n'étaient pas des choix, ils étaient des réponses à une peur profonde. La peur que si elle n'était pas là, si elle ne faisait pas tout ce qu'on attendait d'elle, elle ne serait plus aimée, plus acceptée, qu'elle deviendrait invisible. Son engagement, aussi impressionnant qu'il paraissait de l'extérieur, était en réalité une forme de fuite de cette peur fondamentale. Et cette fuite lui coûtait énormément parce qu'elle ne lui permettait jamais de se reposer vraiment, de se sentir en sécurité vraiment, d'être elle-même vraiment. Ce que Marie vivait, beaucoup d'entre nous le vivent à des degrés divers et il est important de ne pas se coucher pour ça. La peur comme moteur d'engagement, c'est quelque chose que nous apprenons très tôt dans la vie. Souvent dans l'enfance, quand nous découvrons que notre valeur semble conditionnelle, qu'elle dépend de ce que nous faisons, de nos performances, de notre conformité aux attentes des autres. Mais il existe une autre façon de s'engager, une façon qui vient d'un endroit très différent, et c'est là que la question devient vraiment intéressante. Il y a des gens qui s'engagent par sens, par conviction, par amour de quelque chose qui les dépasse. Ces personnes-là ne s'engagent pas parce qu'elles ont peur des conséquences si elles ne le font pas. Elles s'engagent parce que ne pas s'engager leur semblerait une trahison envers elles-mêmes. Parce que quelque chose en elles reconnaît que cet engagement est aligné avec ce qu'elles sont profondément. Et la différence entre ces deux types d'engagement, elle est parfois invisible de l'extérieur. Deux personnes peuvent faire exactement la même chose avec la même intensité, la même régularité. Mais l'une le fait dans la peur et l'autre le fait dans la liberté. Et cette différence intérieure change tout. Elle change la qualité de l'expérience vécue, elle change la durabilité de l'engagement dans le temps.
Elle change même les effets que cet engagement a sur la santé mentale et physique. La psychologie a un mot pour décrire ces différences. On parle de motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque. Mais je préfère utiliser des mots plus simples, plus proches de l'expérience humaine concrète. Je préfère parler d'engagement qui vient du dedans et d'engagement qui vient du dehors. L'engagement qui vient du dehors, c'est celui qui répond à une pression extérieure. Une récompense à obtenir, une punition à éviter, un regard à satisfaire. L'engagement qui vient du dedans, c'est celui qui répond à quelque chose de plus silencieux, de plus stable, de plus profond. Une valeur, une conviction, un désir authentique de contribuer, de créer, d'aimer, de grandir. Et la grande question que je t'invite à te poser maintenant, doucement, sans urgence, c'est celle-ci. Dans les domaines les plus importants de ta vie, tes relations, ton travail, tes projets, ta façon de prendre soin de toi, est-ce que tu t'engages depuis le dedans ou depuis le dehors? Est-ce que tu fais les choses parce qu'elles ont du sens pour toi ou parce que tu as peur de ce qui arriverait si tu ne les faisais pas? Prends un moment avec cette question, elle mérite qu'on lui donne de l'espace. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin parce que comprendre d'où vient notre engagement, c'est important. Mais comprendre ce que notre engagement révèle de nous, c'est encore plus profond. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Nos engagements révèlent nos valeurs, elles ne sont pas toujours celles que nous croyons avoir. Il m'arrive souvent de demander à des gens quelles sont leurs valeurs et ils me donnent des réponses belles, nobles, cohérentes. La famille, l'honnêteté, la créativité, la liberté. Mais quand je leur demande ensuite comment ils passent leur temps, comment ils dépensent leur énergie, ce à quoi ils disent oui et ce à quoi ils disent non. Parfois il y a un écart, parfois un grand écart. Et cet écart entre les valeurs déclarées et les valeurs vécues, c'est l'une des sources les plus profondes de mal-être intérieur. Parce que nous sommes des êtres qui ont besoin de cohérence. Pas de perfection, mais de cohérence. Quand ce que nous faisons ne correspond pas à ce que nous croyons être important, quelque chose en nous souffre. Une petite voix intérieure qui dit « ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment toi ». Je pense à un homme que j'appellerai Thomas. Thomas était cadre dans une grande entreprise, il avait une belle carrière, un bon salaire, une position enviée. Mais depuis quelques années, il se sentait de plus en plus creux. Il venait me voir avec ce qu'il décrivait comme une absence de sens. Et quand nous avons commencé à explorer ses engagements réels, ceux dans lesquels il mettait vraiment de l'énergie et du cœur, nous avons découvert quelque chose de très révélateur. Thomas passait ses week-ends à aider des personnes âgées dans son quartier. Il avait commencé ça presque par hasard en aidant un voisin à porter ses courses. Et ça avait grandi naturellement, sans effort, sans obligation. C'était là qu'il était vivant, c'était là qu'il oubliait le temps, c'était là qu'il se sentait utile d'une façon qui lui parlait vraiment. Son engagement professionnel, lui, était de plus en plus mécanique. Il faisait son travail correctement, mais sans âme. Parce que son travail ne touchait pas à ce qui comptait vraiment pour lui. Le lien humain direct, la solidarité concrète, le sentiment de faire une différence dans la vie de quelqu'un de vulnérable. Et ce que Thomas a découvert dans notre travail ensemble, c'est que ces engagements spontanés, ceux qu'il n'avait pas planifiés, ceux qui étaient nés naturellement, lui disaient quelque chose d'essentiel sur lui-même. Il lui disait ce qu'il valorisait vraiment et cette découverte, lui, a permis de réorienter progressivement sa vie vers plus d'alignement, pas du jour au lendemain, pas de façon radicale, mais avec une direction claire. Si tu veux découvrir ce qui compte vraiment pour toi, regarde où tu t'engages naturellement. Regarde ce à quoi tu reviens encore et encore, même sans y être obligé. Regarde ce qui te fait oublier le temps. Ce qui te donne de l'énergie plutôt que d'en prendre, ce qui te fait te sentir plus toi-même plutôt que moins, ces indices sont précieux, ils sont comme des boussoles intérieures. Et souvent, nous les ignorons parce que nous sommes trop occupés à écouter les voix extérieures qui nous disent ce que nous devrions faire, ce qui est raisonnable, ce qui est acceptable. Si ce contenu te touche et t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. C'est une façon simple de me dire que ce travail a du sens pour toi et ça m'aide à continuer à le partager. Continuons maintenant avec quelque chose que je trouve particulièrement important et dont on parle peut-être pas assez, la relation entre l'engagement et l'identité. Qui sommes-nous vraiment ? C'est une question philosophique ancienne, mais la psychologie moderne nous donne des éléments de réponse très concrets. Et l'un de ces éléments, c'est celui-ci. Nous sommes en grande partie ce à quoi nous nous engageons, pas ce que nous pensons, pas ce que nous disons, pas ce que nous planifions, mais ce à quoi nous nous engageons réellement dans la durée avec notre temps, notre énergie, notre attention. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui vient de la philosophie aristotélicienne mais qui résonne très profondément avec ce que la psychologie contemporaine nous enseigne. Nous sommes ce que nous faisons de façon
répéter. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude, et je dirais la même chose de l'identité. Nous devenons ce que nous pratiquons. Si tu t'engages régulièrement dans la générosité, tu deviens une personne généreuse. Pas parce que tu as décidé de l'être un jour, mais parce que tu l'as pratiqué encore et encore jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Si tu t'engages dans la curiosité intellectuelle, dans l'écoute des autres, dans la création artistique, dans la discipline physique, chacun de ces engagements te façonne. Chacun d'eux contribue à qui tu deviens, et c'est une nouvelle qui est à la fois exaltante et responsabilisante. Exaltante parce que ça signifie que nous ne sommes pas figés, que nous pouvons toujours choisir de nous engager dans quelque chose de nouveau et que cet engagement nous transformera. Responsabilisante parce que ça signifie aussi que nous ne pouvons pas nous désengager de notre propre construction. Nous nous construisons tous les jours, que nous en soyons conscients ou non. Alors la question devient, est-ce que tu te construis consciemment ou est-ce que tu te laisses construire par défaut, par les habitudes, ce que tu n'as pas choisi, par les engagements que tu as pris sans vraiment Réfléchir, je ne dis pas ça pour créer de l'anxiété, au contraire, je dis ça pour ouvrir un espace de liberté, parce que si nos engagements nous construisent, alors nous avons une forme de pouvoir sur qui nous devenons. Et ce pouvoir, même s'il est imparfait, même s'il est limité par nos histoires et nos blessures, il est réel. Parlons maintenant d'un phénomène très courant que j'observe souvent en consultation et que beaucoup de gens vivent sans savoir le nommer. C'est ce que j'appelle le désengagement progressif. Ce moment où, sans qu'on s'en rende vraiment compte, on commence à mettre de moins en moins de soi-même dans ce qu'on fait. On continue à faire les choses, mais on les fait de plus en plus en pilote automatique. On est là physiquement, mais on est absent intérieurement. Ce désengagement progressif peut toucher n'importe quel domaine de la vie. Une relation de couple qui, au fil des années, s'évite de sa substance. Un travail qui était porteur de sens et qui devient une routine sans âme. Une amitié qui s'entretient par habitude plutôt que par véritable désir de l'autre. Une pratique spirituelle, artistique ou sportive qui perd son feu. Et le danger de ce désengagement progressif, c'est qu'il est souvent invisible. On ne prend pas une grande décision de se désengager. On ne se dit pas, à partir d'aujourd'hui, je ne m'investis plus vraiment. Non, ça se passe en silence, en douceur, presque imperceptiblement. Jusqu'au jour où on se réveille et on réalise qu'on est là sans vraiment y être. J'ai accompagné des couples qui vivaient ce phénomène. Des gens qui s'aimaient encore, qui avaient choisi d'être ensemble, mais qui avaient laissé leur relation se vider peu à peu, pas à cause d'un grand conflit, pas à cause d'une trahison, mais à cause d'une accumulation de petits désengagements, des conversations qu'on n'a pas eues, des moments de tendresse qu'on a remplacés par des écrans, des projets communs qu'on a reportés encore et encore jusqu'à les oublier. Et quand ces couples venaient me voir, souvent il y avait une tristesse particulière. Pas la tristesse de quelque chose qui s'est qui s'est évaporé doucement. Et cette tristesse-là, elle est parfois plus difficile à traverser parce qu'il n'y a pas d'événement précis à pointer, pas de coupable évident, pas de moment charnière à identifier. Alors comment reconnaître ce désengagement progressif avant qu'il soit trop avancé? Il y a quelques signaux intérieurs qui méritent notre attention. Le premier, c'est l'absence de plaisir anticipatoire. Quand tu penses à quelque chose que tu faisais autrefois avec joie, est-ce que tu ressens encore de l'enthousiasme à l'idée de le faire ou est-ce que cette pensée te laisse neutre, voire un peu lasse? Le deuxième signal, c'est la présence d'une forme de soulagement quand quelque chose tombe à l'eau. Si tu te surprends à être soulagé quand un dîner est annulé, quand une réunion est reportée, quand une activité n'a pas lieu, ça mérite qu'on s'y arrête. Parce que le soulagement peut être le signe que quelque chose dans cet engagement ne nous nourrit plus vraiment. Le troisième signal, c'est l'absence de curiosité. Dans un engagement vivant, il y a toujours de la curiosité. On veut en savoir plus, on veut explorer davantage, on veut comprendre plus profondément. Quand la curiosité disparaît, quand on a l'impression de tout connaître d'avance, que tout est prévisible et que ça ne nous intéresse plus vraiment, c'est souvent le signe d'un désengagement qui s'est installé. Ces signaux ne sont pas des verdicts, ils ne disent pas que tout est perdu, ils disent simplement « quelque chose ici mérite ton attention, quelque chose ici t'invite à te poser et à te demander ce qui s'est passé vraiment ». Et parfois ce réengagement est possible. Parfois il suffit de retrouver le regard du débutant, de se rappeler pourquoi on avait commencé, d'apporter un peu de nouveauté, de surprise, d'imprévu dans quelque chose qui était devenu trop routinier.
De choisir consciemment de s'investir à nouveau, même si l'élan spontané n'est plus là, parce que parfois l'élan revient quand on recommence à agir, et parfois le désengagement est un message plus profond, un message qui, cette voix n'est plus la tienne. Ce n'est pas une défaite, c'est une information précieuse sur qui tu es devenu et vers où tu as besoin d'aller maintenant. Si ce que tu entends résonne avec quelque chose en toi, je t'encourage à laisser un like et à t'abonner à cette chaîne. C'est une façon de continuer ce voyage ensemble et ça m'aide à savoir que ce travail compte pour toi. Abordons maintenant quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui touche à la question de la peur de s'engager. Parce que si nous avons parlé des différentes façons de s'engager, il y a aussi des gens qui ont du mal à s'engager tout court, qui restent en retrait, qui gardent toujours une porte de sortie ouverte, qui n'osent pas plonger vraiment dans quelque chose, que ce soit une relation approchée, une voie de vie. Et cette difficulté à s'engager, elle est souvent interprétée de l'extérieur comme de la légèreté, de l'irresponsabilité, voire de l'égoïsme. Mais quand on prend le temps de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces personnes, on découvre presque toujours quelque chose de très différent. La peur de s'engager, dans la majorité des cas, n'est pas une absence de désir, c'est une présence trop forte de la peur de se tromper, la peur de perdre sa liberté, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être abandonné si on se montre vraiment. Je pense à un jeune homme, appelons-le Lucas, qui venait me voir parce qu'il n'arrivait pas à s'engager dans une relation amoureuse. Il rencontrait des gens qui lui plaisaient, les relations commençaient bien, et puis à un moment, quand ça devenait plus sérieux, quand l'autre voulait aller plus loin, Lucas trouvait toujours une raison de reculer. Il se disait que ce n'était pas la bonne personne, que le moment n'était pas bon, qu'il avait besoin de plus de temps. Et en travaillant ensemble, nous avons découvert que Lucas avait grandi dans une famille où les engagements n'étaient pas tenus, où les promesses des adultes ne se réalisaient pas, où l'amour était présent mais imprévisible, parfois là, parfois absent sans raison apparente, et son enfant intérieur avait appris quelque chose de très puissant, s'attacher, c'est dangereux. Parce que s'attacher, c'est s'exposer à la perte. Alors Lucas avait développé une stratégie de protection très intelligente, mais très coûteuse. Ne jamais s'engager complètement pour ne jamais être complètement blessé. Gardèrent toujours une distance de sécurité. Restèrent dans la zone où ils pouvaient partir sans trop de dégâts si les choses tournaient mal. Et cette stratégie le protégeait effectivement de certaines souffrances. Mais elle l'empêchait aussi de vivre ce qu'il désirait le plus profondément. Une vraie intimité, une vraie connexion, le sentiment d'appartenir à quelqu'un et que quelqu'un lui appartienne. Ce que Lucas a appris progressivement, c'est que la peur de s'engager n'était pas un défaut de caractère, c'était une réponse intelligente à une histoire douloureuse. Et que guérir, ce n'était pas faire disparaître la peur, mais apprendre à s'engager malgré elle, apprendre à faire confiance progressivement, à petits pas en se donnant le droit d'avoir peur tout en avançant quand même. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la décision d'avancer malgré la peur. Et ça, c'est quelque chose que tout être humain peut apprendre, peut développer, peut cultiver. Si tu te reconnais dans ce que je décris, si tu as l'impression que la peur de t'engager te prive de quelque chose d'important, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Et que cette peur, aussi ancienne et aussi puissante qu'elle soit, n'a pas le dernier mot. Maintenant, j'aimerais explorer avec toi quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux. Je veux te parler de ce qui se passe quand on s'engage vraiment, quand on plonge dans quelque chose avec tout ce qu'on est, quand on arrête de retenir une partie de soi et qu'on dit oui pleinement. Il y a un état que les psychologues appellent le flow, un mot anglais qui désigne ce moment où on est tellement absorbé dans ce qu'on fait qu'on perd la notion du temps, qu'on oublie ses soucis, qu'on se sente parfaitement à sa place. Les sportifs de haut niveau le connaissent, les artistes aussi, les musiciens, les écrivains, les chirurgiens, les enseignants passionnés. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le flow n'est pas réservé aux activités exceptionnelles. Il peut se produire dans des moments très ordinaires. Une conversation profonde avec quelqu'un qu'on aime. Un repas qu'on prépare avec attention et plaisir, un jardin qu'on entretient avec soin, un enfant à qui on lit une histoire en étant vraiment présent. Ce que ces moments ont en commun, c'est qu'ils nécessitent un engagement complet, une présence totale. Pas de distraction, pas de retenue, juste toi et ce que tu fais en pleine connexion. Et ce que la recherche nous montre, c'est que ces moments de flow sont parmi les plus importants pour notre bien-être,
Pas les moments de plaisir passif, pas les moments de divertissement facile, mais les moments d'engagement actif et complet. Ce sont ces moments qui nous donnent le sentiment d'être vivant, vraiment vivant. Et voilà quelque chose de remarquable que je veux souligner. Ces moments de flow, de plein engagement, nous disent aussi quelque chose sur nous. Ils nous indiquent où sont nos zones de vitalité. Ces activités, ces relations, ces contextes, ils font ressortir le meilleur de nous-mêmes, qui nous permettent d'être les plus pleinement nous-mêmes. Alors je t'invite à penser à la dernière fois que tu as vécu un moment comme ça, un moment où tu étais tellement présent, tellement gâché que le temps semblait s'arrêter. Où tu étais, où tu faisais quoi, avec qui ? Dans quel contexte ? Ce souvenir est une information précieuse. Il te dit quelque chose d'important sur toi, sur ce qui te nourrit vraiment, sur ce dans quoi tu devrais peut-être chercher à t'investir davantage. Parce que le bonheur, la vraie satisfaction durable, elle ne vient pas de l'absence d'efforts. Elle vient de l'engagement dans des efforts qui ont du sens pour nous. Elle vient de cette sensation de mettre toute notre énergie dans quelque chose qui nous dépasse un peu, qui nous challenge, qui nous fait grandir. Et si tu veux continuer à explorer ces thèmes avec moi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de laisser un like si ce contenu t'apporte quelque chose de valeur. Ça m'aide à continuer ce travail et à toucher d'autres personnes et qui en ont besoin. Parlons maintenant de quelque chose que je considère comme l'un des aspects les plus subtils et les plus importants de l'engagement, la question de la durée. Parce que s'engager une fois, c'est relativement facile. La plupart d'entre nous pouvons nous enthousiasmer pour quelque chose de nouveau, démarrer avec beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. C'est le début qui est souvent le plus facile. Ce qui est difficile, ce qui révèle vraiment quelque chose de profond sur nous, c'est de maintenir l'engagement dans la durée. De rester là quand la nouveauté s'est dissipée, quand les difficultés apparaissent, quand d'autres choses semblent plus attrayantes, quand on a envie d'abandonner. La durabilité de l'engagement est directement liée à la profondeur de ses racines. Un engagement qui vient de la surface, qui est motivé par l'enthousiasme du moment ou par le regard des autres, se dessèche rapidement quand les conditions changent. Comme une plante qui n'a pas de racines profondes et qui résiste mal à la sécheresse. Mais un engagement qui vient de quelque chose de profond, qui est ancré dans une valeur fondamentale, dans un sens clair, dans une conviction profonde. Cet engagement-là peut traverser les tempêtes. Il peut plier, il peut vaciller, mais il ne se brise pas facilement. Je pense à des gens qui ont maintenu des engagements extraordinaires pendant des années, des décennies parfois. Des parents qui s'occupent d'un enfant gravement malade avec une dévotion constante. Des artistes qui continuent à créer malgré les refus et les échecs. Des militants qui continuent à défendre une cause malgré les obstacles. Des soignants qui continuent à prendre soin avec humanité malgré l'épuisement du système. Qu'est-ce qui les maintient en route ? Ce n'est pas l'absence de doute, ce n'est pas l'absence de fatigue, ce n'est pas l'absence de moments où ils voudraient tout laisser tomber. C'est quelque chose d'autre. C'est un ancrage profond dans quelque chose qui compte plus que leur confort immédiat, un sens qui dépasse les difficultés du quotidien. Et ce sens, il ne tombe pas du ciel, il se cultive, il se nourrit, il se renouvelle. En se rappelant régulièrement pourquoi on a commencé, en prenant conscience de l'impact de ce qu'on fait, même minime, en se reconnectant au moment où cet engagement a eu du sens, a apporté quelque chose de réel. Il y a une pratique que je recommande souvent et qui est d'une simplicité presque déconcertante. C'est ce que j'appelle la lettre au futur soi. Quand tu commences quelque chose d'important, quand tu prends un engagement qui compte pour toi, prends quelques minutes pour écrire une lettre à toi-même dans le futur, dans 6 mois, dans 1 an. Explique-toi à toi-même pourquoi tu as choisi de t'engager dans cette voie, ce que tu espères en retirer, ce que tu veux construire ou apporter, ce qui compte profondément pour toi dans cet engagement. Et puis, dans les moments difficiles, dans les moments de doute ou de lassitude, relis cette lettre. Reconnecte-toi à la personne que tu étais quand tu avais choisi cet engagement librement, avec clarté et enthousiasme. Cette reconnexion peut être très puissante, elle peut te rappeler qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais. Abordons maintenant une question que je trouve passionnante, la relation entre l'engagement et le lien aux autres, parce que nous ne nous engageons jamais vraiment dans un vide. Nos engagements s'inscrivent toujours dans un contexte relationnel et la qualité de nos relations influence profondément notre capacité à nous engager. Il y a des relations qui nous donnent des ailes. Des relations dans lesquelles nous nous sentons suffisamment en sécurité, suffisamment vus, suffisamment acceptés pour oser nous engager pleinement, pour prendre des risques, pour montrer notre vulnérabilité, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et il y a des relations qui nous coupent les ailes, des relations dans lesquelles nous nous sentons rougés, non reconnus, diminués. Des relations dans lesquelles nous retenons une partie de nous-mêmes par peur de la réaction de l'autre.
Dans ces relations, notre engagement est toujours partiel, toujours censuré, toujours un peu en dessous de ce que nous pourrions donner. Et voilà quelque chose d'important. La qualité de notre engagement dans une relation dit quelque chose sur la qualité de cette relation. Si tu t'aperçois que tu ne peux pas t'engager pleinement dans une relation, que tu te retiens constamment, que tu te censures, que tu te sens moins toi-même quand tu es avec cette personne, c'est une information précieuse. Pas nécessairement un verdict sur la relation, mais une invitation à explorer ce qui se passe. Parfois, le problème vient de quelque chose en nous, de nos peurs, de nos blessures, de nos schémas relationnels appris dans l'enfance. Et dans ce cas, le travail est de guérir ces blessures, de développer cette capacité à faire confiance, à s'ouvrir, à s'engager. Et parfois, le problème vient vraiment de la relation elle-même, de quelque chose dans la dynamique entre deux personnes qui ne permet pas l'épanouissement de l'un ou de l'autre. Et dans ce cas, la question devient plus difficile mais tout aussi importante. Est-ce que cette relation mérite qu'on y reste et qu'on y travaille, ou est-ce qu'elle nous empêche d'être qui nous sommes vraiment? Ces questions ne sont jamais simples. Elles méritent du temps, de la réflexion, souvent un accompagnement. Mais elles méritent d'être posées. Ce que je sais avec certitude, c'est que les relations les plus nourrissantes et les plus durables et les plus épanouissantes sont celles dans lesquelles les deux personnes peuvent s'engager librement et pleinement. Celles dans lesquelles il y a un espace de sécurité suffisant pour que chacun puisse être authentique. Celles dans lesquelles l'engagement de l'un nourrit l'engagement de l'autre dans un cercle vertueux de confiance et de réciprocité. Et créer cet espace de sécurité dans une relation, ça aussi c'est un engagement. Un engagement à la bienveillance, un engagement à rester curieux de l'autre plutôt que de le réduire à l'image qu'on s'est fait de lui. Un engagement à dire les choses difficiles avec douceur plutôt que de les taire jusqu'à ce qu'elles deviennent des murs. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose qui me touche beaucoup personnellement et qui est lié à l'engagement envers soi-même. Parce que dans toutes les conversations sur l'engagement, on parle beaucoup de l'engagement envers les autres, envers des projets, envers des causes. Mais on parle moins de l'engagement envers soi. Et pourtant, c'est peut-être le plus fondamental de tous. Parce que si nous ne sommes pas capables de nous engager envers nous-mêmes, si nous ne sommes pas capables de tenir les promesses que nous nous faisons, si nous ne sommes pas capables de nous traiter avec la même considération que nous accordons aux autres, alors tous nos autres engagements seront fragiles parce qu'ils reposeront sur une base instable. L'engagement envers soi, ça ressemble à quoi concrètement? Ça ressemble à dire « je vais prendre soin de ma santé, pas parce que j'ai peur de tomber malade, mais parce que mon corps mérite d'être respecté ». Ça ressemble à dire « je vais me donner du temps pour ce qui me nourrit vraiment, pas seulement pour ce qui est utile ou productif ». Ça ressemble à dire « je vais être honnête avec moi-même sur ce que je ressens, même quand c'est inconfortable ». Et l'engagement envers soi, c'est aussi apprendre à se pardonner, à ne pas se rouger avec une sévérité qu'on n'appliquerait jamais à quelqu'un qu'on aime, à reconnaître qu'on fait de son mieux avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, avec l'histoire qu'on porte. Il y a une pratique que j'aime beaucoup qui vient de la tradition de la pleine conscience et qui consiste à se poser régulièrement une question simple. Est-ce que je suis en train de me traiter comme quelqu'un que j'aime? Est-ce que je me parle comme je parlerais à un ami cher? Est-ce que je me donne les mêmes droits que j'accorderais à quelqu'un que j'aime? Souvent, la réponse est non. Souvent, nous sommes beaucoup plus durs envers nous-mêmes qu'envers n'importe qui d'autre. Et cette dureté, cette exigence excessive, cette absence de compassion envers soi-même, elle mine notre capacité à nous engager pleinement. Parce qu'on ne peut pas s'engager pleinement dans une vie qu'on ne trouve pas digne d'être vécue pleinement. La bienveillance envers soi-même, ce que les psychologues appellent l'autocompassion, n'est pas une forme de faiblesse ou d'indulgence excessive. C'est au contraire une base de force. Des recherches nombreuses nous montrent que les personnes qui ont une haute estime de soi saine et une capacité à se traiter avec compassion sont plus résilientes, plus créatives, plus capables de prendre des risques, plus capables de s'engager vraiment. Parce qu'elles n'ont pas peur de l'échec de la même façon, parce qu'elles savent qu'un échec ne les définit pas, ne les détruit pas, ne les condamne pas. Si ce voyage intérieur que nous faisons ensemble t'apporte quelque chose de précieux, pense à laisser un like et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est une façon simple de contribuer à ce travail. Je voudrais maintenant aborder quelque chose de très pratique. Comment renforcer sa capacité à s'engager? Parce que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici a une valeur en termes de compréhension, mais la compréhension seule ne suffit pas. Il faut aussi des outils, des pratiques, des façons concrètes d'avancer.
La première chose que je veux te dire, c'est que s'engager est une compétence. Comme toutes les compétences, elle se développe avec la pratique. Et comme toutes les compétences, on commence par de petites choses avant de pouvoir s'attaquer aux grandes. Si tu as du mal à t'engager, si tu te sens souvent incertain, hésitant, si tu as tendance à te désengager rapidement, commence par des engagements petits et concrets. Engage-toi à faire quelque chose pendant 30 jours. Quelque chose de simple, de réaliste, de mesurable. Pas pour changer ta vie du tout au tout, mais pour t'exercer à l'engagement, pour découvrir que tu es capable de tenir une promesse que tu te fais à toi-même. Pour construire progressivement la confiance en ta propre capacité à t'engager. Chaque fois que tu tiens un engagement, même petit, tu renforces quelque chose en toi. Tu renforces l'image que tu as de toi-même comme quelqu'un qui est fiable, qui tient parole, qui va au bout de ses intentions, et cette image de soi est précieuse. Elle est le fondement à partir duquel tu pourras progressivement t'engager dans des choses de plus en plus importantes. Et c'est la deuxième chose, c'est de clarifier tes valeurs, pas tes valeurs déclarées, celles que tu voudrais avoir ou que tu crois devoir avoir. Mais tes valeurs réelles, celles qui guident réellement tes choix, celles qui te font te sentir vivant quand tu les honores et mal à l'aise quand tu les trahis. Pour clarifier tes valeurs, tu peux te poser quelques questions simples. Quand est-ce que tu te sens le plus toi-même ? Quand est-ce que tu te sens le plus fier de toi ? Pas de tes accomplissements, mais de qui tu es. Qu'est-ce que tu défendrais même si ça devait te coûter quelque chose ? Qu'est-ce qui, si tu l'abandonnais, te ferait te sentir comme si tu te trahissais ? Les réponses à ces questions te donneront des indices précieux sur ce qui compte vraiment pour toi. Et une fois que tu sais ce qui compte vraiment pour toi, il devient beaucoup plus facile de t'engager dans des choses qui sont alignées avec ces valeurs, parce que tu n'as plus besoin de te convaincre. L'engagement devient naturel, presque inévitable. La troisième chose, c'est de cultiver la présence, parce que le désengagement, souvent, c'est d'abord une absence de présence. On est là sans être là. On fait les choses sans les habiter. Et l'une des façons les plus puissantes de se réengager, c'est de revenir à la présence. La pleine conscience que j'ai pratiquée et enseignée pendant de nombreuses années est un outil extraordinaire pour ça. Elle nous apprend à revenir dans le moment présent, à être là où nous sommes, à faire ce que nous faisons avec toute notre attention. Et cette présence est en elle-même une forme d'engagement. Un engagement à être là, vraiment là, dans ce moment qui est le seul que nous ayons vraiment. Commencer par de petites pratiques de présence dans ta vie quotidienne peut transformer progressivement ta relation à l'engagement. Prendre ton café du matin en étant vraiment là, en sentant la chaleur de la tasse dans tes mains, en savourant chaque gorgée, écouter quelqu'un et lui donnant toute ton attention sans penser à ce que tu vas répondre. Faire une tâche en y mettant toute ta concentration, même si c'est une tâche banale. Ces petits exercices de présence sont comme des muscles. Plus tu les pratiques, plus ils se renforcent. Et progressivement, tu découvres que tu es capable d'une présence et d'un engagement de plus en plus profond. La quatrième chose, et peut-être la plus importante, c'est d'apprendre à tolérer l'inconfort. Parce que l'engagement, le vrai engagement, implique presque toujours un certain degré d'inconfort. Il implique de sortir de sa zone de confort, de faire face à l'incertitude, de risquer l'échec, de s'exposer au regard des autres, de renoncer à d'autres possibilités pour choisir celle-là. Et notre culture contemporaine nous a un peu appris à éviter l'inconfort à tout prix, à chercher la facilité, la rapidité, le confort immédiat, ce qui est compréhensible, mais qui crée parfois une intolérance à l'inconfort qui rend l'engagement difficile. Apprendre à tolérer l'inconfort, c'est apprendre à dire oui, c'est difficile en ce moment, oui, j'ai envie d'arrêter, oui, je me sens incertain et vulnérable, et pourtant je reste. Parce que ce que je construis ici est plus important que mon confort immédiat. Cette capacité à rester dans l'inconfort, à ne pas fuir à la première difficulté, c'est l'une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer. Elle te permettra de t'engager dans des choses qui comptent vraiment, même quand c'est difficile. Et c'est souvent dans les moments les plus difficiles que les engagements les plus significatifs se forgent. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose qui me semble essentiel et qu'on n'aborde pas assez, la relation entre l'engagement et le sens de la vie. Parce que la question de l'engagement nous ramène inévitablement à une question plus profonde. Pourquoi est-ce que je vis ? Qu'est-ce qui donne du sens à mon existence ? Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration de Nazi et qui a fondé la logothérapie, a dit quelque chose de profondément vrai. L'être humain peut supporter presque n'importe quel, comment s'il a un pourquoi, s'il a une raison de vivre suffisamment forte, suffisamment profonde, suffisamment réelle, et nos engagements sont directement liés à ce pourquoi. Quand nous nous engageons dans quelque chose qui a du sens pour nous, nous participons à quelque chose qui nous dépasse, nous contribuons à quelque chose de plus grand que nous.
Et cette participation, cette contribution est l'une des sources les plus profondes de satisfaction et de bien-être que l'être humain puisse connaître. Ce sens n'a pas besoin d'être grandiose. Il n'a pas besoin d'être universel, il n'a pas besoin d'être reconnu par le monde entier. Il peut être très simple, très intime, très personnel, s'engager à être un bon parent, s'engager à créer de la beauté dans son coin de monde, s'engager à traiter chaque personne qu'on rencontre avec dignité et respect, s'engager à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, s'engager à laisser le monde un tout petit peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. Ces engagements simples, quand ils sont vrais, quand ils viennent du cœur, quand ils sont alignés avec ce qu'on est profondément, ces engagements-là donnent du sens. Ils donnent de la direction. Ils donnent de la force pour traverser les moments difficiles. Et je crois profondément que chaque être humain a quelque chose d'unique à apporter au monde. Pas nécessairement quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose qui lui est propre, qui vient de son histoire particulière, de ses talents particuliers, de sa sensibilité particulière. Et trouver cet apport unique, s'y engager, le cultiver, c'est l'une des tâches les plus importantes et les plus belles de notre vie. Alors je t'invite à te poser cette question avec toute la douceur et la bienveillance que tu peux te donner. Qu'est-ce que toi, avec ta vie, avec ton histoire, avec ce que tu es, qu'est-ce que tu as à apporter? Pas ce que tu devrais apporter, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce que toi, au fond de toi, tu sens que tu as à donner. Cette réponse est au cœur de ton engagement le plus profond. Et c'est vers elle que je t'invite à avancer, pas en courant, pas en te pressant, mais avec la patience et la confiance de quelqu'un qui sait que le chemin lui appartient. Nous approchons maintenant de la fin de ce voyage ensemble et je voudrais prendre le temps de rassembler les fils de tout ce que nous avons exploré. Parce que je crois que les grandes idées ont besoin de trouver leur place dans notre mémoire et dans notre cœur, pas seulement dans notre tête. Nous avons commencé par distinguer deux grands types d'engagement, celui qui vient de la peur, de la pression extérieure, du regard des autres, et celui qui vient du sens, de la conviction, du désir authentique. Et nous avons vu que cette distinction invisible de l'extérieur change tout à l'expérience intérieure. Nous avons exploré comment nos engagements révèlent nos valeurs réelles, parfois différentes de nos valeurs déclarées, et comment l'écart entre ces deux niveaux de valeurs est une source importante de mal-être. Nous avons parlé du désengagement progressif, ce phénomène silencieux qui vide peu à peu nos relations et nos projets de leur substance, et des signaux intérieurs qui nous permettent de le reconnaître avant qu'il soit trop tard. Nous avons exploré la peur de s'engager, cette difficulté qui n'est pas une absence de désir mais une présence trop forte de la peur, souvent héritée d'histoires douloureuses et qui peut se guérir progressivement avec patience et courage. Nous avons découvert la beauté des moments de flow, ces instants d'engagement complet qui sont parmi les plus nourrissants de notre existence et ce qu'ils nous disent sur nos zones de vitalité. Nous avons réfléchi à la durabilité de l'engagement, à l'importance de ses racines profondes et aux pratiques qui nous permettent de maintenir notre cap dans la durée. Nous avons parlé de la relation entre l'engagement et les autres, de l'importance d'un espace de sécurité relationnelle pour que l'engagement puisse s'épanouir. Nous avons exploré l'engagement envers soi-même, peut-être le plus fondamental de tous, et l'importance de la bienveillance envers soi comme base de tout engagement authentique. Et nous avons exploré des outils concrets pour renforcer notre capacité à s'engager, commencer petit, clarifier nos valeurs, cultiver la présence, apprendre à tolérer l'inconfort. Et enfin, nous avons relié tout cela à la question du sens, à ce pourquoi profond qui donne à nos engagements leur force et leur direction. Tout cela forme un tableau cohérent, une vision de l'être humain comme quelqu'un qui a fondamentalement besoin de s'engager pour vivre pleinement. Pas n'importe quel engagement, pas l'engagement par peur ou par obligation, mais l'engagement choisi, enraciné, aligné avec ce qu'on est vraiment. Et ce que je veux que tu emportes avec toi de cet épisode, c'est peut-être ceci. Tu as en toi la capacité de t'engager de façon authentique et profonde, même si tu as des peurs, même si tu as des blessures. Même si tu as parfois l'impression de ne pas savoir qui tu es sous ce qui compte vraiment pour toi, cette capacité est là, elle attend peut-être d'être reconnue, d'être nourrie, d'être exercée, mais elle est là. Et chaque fois que tu fais un pas vers un engagement plus authentique, même petit, même imparfait, tu te rapproches un peu plus de la vie que tu mérites de vivre, une vie dans laquelle tu n'es pas spectateur mais acteur. Une vie dans laquelle ce que tu fais est aligné avec ce que tu es. Une vie dans laquelle tu peux te regarder dans le miroir et reconnaître la personne que tu vois. Je crois profondément en cette capacité humaine de croître, de changer, de s'engager de façon plus libre et plus authentique. Pas parce que j'ai une vision naïve de la vie, mais parce que j'ai eu le privilège d'accompagner de nombreuses personnes dans ce chemin et j'ai vu ce dont l'être humain est capable quand il se donne la permission d'être vraiment lui-même.
tu mérites cette permission. Tu mérites de t'engager dans ta vie avec tout ce que tu es. Tu mérites de vivre des moments de flow, de sens, de connexion profonde. Tu mérites de te sentir aligné entre ce que tu fais et ce que tu es. Et ce chemin commence maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand tu auras résolu tous tes problèmes. Maintenant, dans ce moment, avec ce que tu es aujourd'hui. Peut-être que la première étape, c'est simplement de te poser la question dans quelle direction est-ce que je veux m'engager, pas forcément d'avoir la réponse immédiatement, mais de poser la question avec sincérité et de lui laisser de l'espace pour émerger. Peut-être que la première étape, c'est de remarquer un domaine de ta vie dans lequel tu t'es progressivement désengagé et de te demander si tu veux y revenir et comment. Peut-être que la première étape, c'est de tenir une petite promesse que tu te fais à toi-même aujourd'hui, une toute petite chose, et de voir comment ça te fait sentir. Chaque grand engagement commence par un petit pas, et chaque petit pas compte. Je te remercie du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pris ce temps pour toi, pour réfléchir, pour te connecter à ce qui compte vraiment. Ce n'est pas rien. Dans un monde qui nous invite constamment à aller plus vite, à consommer plus, à être distrait en permanence, choisir de s'arrêter et de réfléchir sur sa vie, c'est déjà un acte d'engagement envers soi-même. Et si ce contenu t'a été utile, si quelque chose de ce que nous avons exploré ensemble a résonné avec quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour continuer ce voyage ensemble. Chaque épisode est une invitation à aller un peu plus loin dans la connaissance de toi-même, dans la compréhension de ta vie intérieure, dans la construction d'une vie qui te ressemble vraiment. Et si tu penses à quelqu'un dans ta vie qui pourrait bénéficier de ce contenu, quelqu'un qui cherche du sens, quelqu'un qui a du mal à s'engager, quelqu'un qui se sent un peu perdu dans ses choix, partage cet épisode avec lui. C'est peut-être le plus beau des engagements que tu puisses prendre aujourd'hui, celui de contribuer au chemin de quelqu'un d'autre. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.